Bonjour, très ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV. Et bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'information. Pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité. Au menu de Starcom, l'actualité sociopolitique du pays avec cette crise autour d'un changement de la constitution en Guinée. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Siaka Bari, président du parti Guinée Debout, ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. M. Bari, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans Starcom. Merci à Starcom, merci à vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci. Alors, il faut dire, M. Barra, on va commencer cette émission parce que l'intégralité, on sait que la crise actuellement qui paralyse presque le pays, on sait que c'est la crise autour du débat, autour du changement de la Constitution. Mais pour votre cas particulier, il y a une exception, c'est qu'au départ de la stratégie annoncée par le FNDC en termes de reprise des manifestations, vous vous êtes démarqué et finalement, on vous a retrouvé dans la rue avec le FNDC le 24 octobre dernier. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Merci encore une fois pour l'opportunité qu'il veut me donner pour m'adresser à votre auditoire. D'abord, je rectifie quelque chose dans votre question. Nous, en tant que parti Guinée Debout, et moi, en tant que leader de ce parti, nous ne nous sommes pas démarqués. J'ai même lu un peu dans la presse des gens qui ont dit que nous nous sommes désolidarisés. Il n'y a pas eu de démarcation et nous ne sommes pas désolidarisés. Nous avons simplement dicté notre stratégie. Notre positionnement était stratégique. Nous avons dit à la plénière du Front National de la Défense de la Constitution que nous pensions qu'il fallait continuer le travail de fond sur le terrain, qu'il fallait continuer à mieux outiller nos antennes, nos bases, et à mieux les préparer à la riposte, et donner suffisamment le temps aux putschistes civils, j'appelle les putschistes civils, tous les promoteurs du troisième mandat, donc à tous les instigateurs du coup d'état civil, qu'il fallait leur donner suffisamment de temps de se mouiller encore plus aux yeux de la communauté nationale et internationale. Et que le jour où le président lui-même allait poser un acte officiel allant dans le sens du tripatouillage de la Constitution, que ce n'est pas seulement le FNDC qui allait appeler à une marche, c'est tout le peuple qui allait se soulever d'un coup, et ça allait être un effet boomerang qui allait ébranler tout le régime. Mais quand même, on a vu le président de la République par rapport à ça. Il a, lors d'une visite du côté de New York, il a appelé à ses militants à se préparer pour notamment le référendum. Justement, donc, ça, ça a été l'argument posé par ceux qui pensaient qu'il fallait passer à l'acte. Nous pensions que, parce que j'ai dit suffisamment mouillé, nous pensions qu'il ne s'était pas encore suffisamment mouillé. Parce que même après cette sortie-là, vous savez, le président Alpha Condé a procédé dans cette histoire par tâtonnement. Il a fait du tâtonnement, il a tâté le terrain, et il sait que le terrain était miné et il évoluait en tâtonnant. Et sa sortie de New York, à notre sens, était une provocation. Et nous ne voulions pas que le Front National tombe dans la provocation au moment où le président Alpha Condé était aussi capable de se victimiser. Vous avez vu, le lendemain de sa sortie, son premier ministre a dit que non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le ministre de l'Information a dit que non, il répondait juste à une question. Ils ont voulu rattraper le tir. Ils ont voulu rectifier le tir. Nous pensions, puisqu'il avait dit qu'il allait se prononcer après les fameuses consultations du premier ministre Kassori, qu'il fallait lui laisser le temps de se prononcer après ces fameuses consultations. Et là, c'est le peuple, comme en janvier 2007, lors de la nomination d'Eugène Camara, c'est le peuple même qui allait pousser le front à le coordonner et à aller dans la rue. Alors, mais n'empêche, nous ne nous sommes pas désolidarisés, nous ne nous sommes pas démarqués. Nous avons simplement dicté notre stratégie. Notre stratégie a été mise en minorité et nous avons dit que nous suivrons le mot d'ordre du front et nous avons suivi le mot d'ordre du front. Alors, parlons de ces manifestations du 24 octobre dernier du FA1 du Front National pour la Défense de la Constitution. Il y a actuellement une sorte de guerre de chiffres entre mouvance et membres du Front National pour la Défense de la Constitution. Aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur qui a participé à cette marche, quel bilan peut-on tirer de cette manifestation du 24 octobre? Je ne vais pas tirer de bilan pour le 24 octobre sans d'abord m'attarder un tout petit peu sur le bilan du 14 octobre.
Le 14 octobre, nous avons perdu une dizaine de bras valides, des jeunes Guinéens innocents, arrachés à notre affection, injustement assassinés et abattus par la tyrannie, par l'arbitraire et par l'injustice. C'est le lieu pour moi de profiter de votre antenne pour m'incliner pieusement devant leur dépouille mortelle et dire que plus jamais une telle injustice, une telle barbarie dans notre pays. Nous avons beaucoup de fois crié plus jamais en Guinée, plus jamais en Guinée. Mais malheureusement, les crises politiques deviennent cycliques, les crises politiques deviennent récurrentes, les crises politiques deviennent permanentes. Et ces crises-là sont souvent induites et conçues par des acteurs politiques qui n'en ont cure de l'intérêt supérieur de la nation, qui ne se soucient que de leur intérêt pécuniaire du moment. Et voir un président de la République comme le président Alpha Condé aller dans ce sens-là est une déception pour moi. Donc pour revenir au bilan du 24 octobre, je dirais que ça a été un bilan élogieux et satisfaisant pour nous. Ce jour-là, hormis un cas d'accident, il n'y a pas eu de mort d'homme, il n'y a pas eu de blessés par balle. Et c'est ce que nous voulions. Nous pensons que le Guinéen n'est pas différent de l'Algérien. En Algérie, il y a eu des mois de manifestations, mais il n'y a pas eu 10 morts. Au Soudan, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a eu une répression aveugle, mais cette répression-là a donné lieu au départ de toute la junte militaire qui gouvernait ce pays depuis des années. Au Burkina, il y a eu une répression, mais l'ensemble du processus burkinabé a fait une trentaine de morts. Donc c'est pour dire que la Guinée n'est pas différente des autres nations. Et il ne faut pas qu'on encourage la répression aveugle et politique de nos militants sous le prétexte que les manifestations ne sont pas maîtrisées, que les manifestants ne sont pas disciplinés, etc. Il revient de droit et dans les prérogatives du gouvernement d'encadrer les manifestations et de les rendre paisibles et citoyennes. On va parler de cette manifestation du 24 octobre que je rappelle quand même s'est déroulée dans une sorte de particularité qui ne dit pas son nom parce qu'elle a été autorisée par le pouvoir d'Alpha Condé. Mais avant, on revient sur cet élément de reportage qui fait un zoom notamment sur cette marche qui défie en quelque sorte l'autoroute Fidel Castro qui est en quelque part jugé l'axe du pouvoir. Mais pourtant, sur ce jour-là, le 24 octobre, les activités sont restées amorphes. On suit cet élément, on revient sur ce plateau après. Fidel Castro, assoiffé de justice. Le troisième mandat à Moulanfi. Moi, je suis guinéen, je viens de Boké. Ça galère actuellement à Conakry, à mon frère et mes soeurs qui ne travaillent pas, il n'y a rien à la maison. Le mouvement là, vraiment, je suis très fier et très content aujourd'hui de ce mouvement. À Moulanfi, troisième mandat. Après, si je vais aller m'habiller pour partir au stade. L'autoroute Fidel Castro, ce jeudi 24 octobre 2019. La journée vient à peine de commencer. Contraints par le quotidien, la plupart des citoyens sont partagés entre colère et frustration ce matin. Ensemble, tous expriment leur rejet du projet de nouvelle constitution. Parce que la Guinée a donné un quito, motorori. Parce que moi, je suis sûr que ça fera, Alpha Condé là. Anisika asa fara fote be era Afrique la Guinée. Avali la Guinée be motorori. Wali munana, jeune motorori, jeune motorori. Et en tout cas, donc nous avons fait mon fameux tembe. Troisième mandat au moment la fait attendant ça son ah oui à la constitution nous on dit non à la constitution. Ntangi fengi to ke anare. Abara fini mantoroli na la Guinée. Mota miskine Allah. Ngamuna ba muna. Moya oti game na gane mu futur sunna nun falla ne fanga walle fe mulangi bogima mo gadi bara ge garandi ga walle fe mulangi logo grève mota na gam fe mato mulana mdo matina pays mengat ton fa fa ga do mo gumma adogo ma mona yalla gara amuga bamba mona bamba han se retouré ya ana ga soso dinara mais vraiment motan sur la gide ke mo cesse to fe ba fe tore nu yaran katera logo mo kuyi wa fe. Peu à peu, la mobilisation prend de l'ampleur. Certains membres du Front National pour la défense de la Constitution tentent de rejoindre la tannerie avec la plus grande détermination. Au passage, ils bénéficient du soutien de certains de leurs concitoyens venus observer l'évolution de la manifestation. Ce matin, la solidarité est tout aussi forte que le désespoir de cette population riveraine
de l'autoroute Fidel Castro, assoiffés de justice. Le troisième mandat à Moulanfi. Moi, je suis guinéen, je viens de Boké. Ça galère actuellement à Conakry, à mon frère et mes soeurs qui ne travaillent pas, il n'y a rien à la maison. Le mouvement là, vraiment, je suis très fier et très content aujourd'hui de ce mouvement. À Moulanfi, troisième mandat. Après, si je vais aller m'habiller pour partir au stade. Ali kamano na miniri amanyara di aga quartier ku ena suwega na condamné 3 ans mutanga artiste nan naki mutare nan naki peno mane tongone misere ga balangeli ku misle kelenga fela yo maya mara ega déjà na fana geli mais la mena bengi ega na condamné pourquoi la Guinée kaga mara mais mutambara tore bogi mato. Je demande Dieu. C'est parce que je ne peux pas demander les gouvernements, ce sont eux qui l'ont fermé. Je demande Dieu de l'accepter à les faire sortir. Je demande Dieu, je prie Dieu de les aider à sortir dans la prison. Je ne suis pas de tout d'accord le troisième mandat. Je ne suis pas de tout d'accord, je dis et je le répète, je ne suis pas de tout d'accord pour le troisième mandat là. Pas d'incident pour l'heure. Retranchés parfois dans les bars-cafés, des chômeurs et autres débrouillards exigent l'alternance démocratique et le respect de la Constitution de 2010. Quelques minutes plus tard, la mobilisation connaît son paroxysme avec la marche pacifique de l'opposition politique, le FNDC et des milliers de combattants de la démocratie. Et c'était le FNDC qui défiait ainsi le 14 octobre dernier l'autoroute Fidel Castro à l'occasion de la marche autorisée par le pouvoir d'Alpha Condé. Alors, M. Barry, on a vu quand même le 24 octobre, j'allais dire, notamment à l'occasion de cette marche autorisée par le pouvoir d'Alpha Condé. Alors, on a vu quand même, Monsieur le ministre, aujourd'hui, par cet élément, on se rend compte que désormais, le FNDC commence à s'installer dans le cœur des Guinéens. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas une autre alternative à part ces manifestations de rue? Bon, je ne dirais pas comme vous que le FNDC s'installe dans le cœur. Le FNDC, surtout, est dans l'esprit des Guinéens. Le FNDC est un état d'esprit. Je l'ai rappelé à beaucoup de vos homologues, le FNDC n'est pas une alliance politique. Moi, personnellement, mon parti Guinée Debout est un parti d'obédience socio-démocrate. En tout cas, cette marche quand même est... Justement, socio-démocrate, mais vous trouvez des partis d'obédience libérale, l'UFDG, l'UFR, tout le monde se retrouve là-dedans. Je crois que c'est un conglomérat de partis politiques, mais qui luttent pour un seul objectif, la facilitation de l'alternance démocratique dans notre pays. Nous n'avons jamais eu droit à une alternance pacifique. Est-ce que vous avez depuis 1958. Est-ce que vous avez distribué de l'argent pour mobiliser tout ce monde en tant que membre de FNDC? Non, voilà pourquoi j'ai dit que ça s'est installé dans l'esprit des Guinéens. C'est un état d'esprit. Vous savez, les Guinéens, on peut croire que la Guinée est un pays à majorité analphabète. Et c'est une réalité. C'est un pays à majorité analphabète. Mais ce n'est pas un pays à majorité bête. C'est l'erreur souvent que les politiciens sont en train de faire. L'analphabétisme ne signifie pas qu'on est bête. Les Guinéens savent ce qu'ils veulent. Les Guinéens ont été les pionniers de l'indépendance en Afrique francophone en 1958. Mais de 1958 jusqu'à aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous n'avons pas connu d'alternance pacifique du pouvoir. Nous n'avons pas connu de transition pacifique. Et pour une fois que nous avons à la tête de la nation quelqu'un que nous avons nous-mêmes librement élu là pour qu'il puisse présider à nos destinées, nous pensions que ce dernier pouvait nous passer librement les mains dans le pacifisme et surtout dans le respect strict des principes démocratiques. C'est ce qui n'est pas en train de se faire aujourd'hui. Voilà pourquoi tous ceux qui aspirent à voir s'ériger en Guinée une nation forte, démocratique, respectueuse des droits humains et de tous les droits, se sont levés comme un seul homme et ont créé un bouclier. C'est ce bouclier qui s'appelle le Front National de Défense de la Constitution. Donc ce bouclier est tenu par nous, c'est le bouclier du peuple, c'est le bouclier du bien contre le mal, c'est le bouclier surtout de la partie saine de la population, comme le disait le camarade Ahmed Sékou Touré, le peuple c'est la partie saine de la population, contre les fossoyeurs de la démocratie. Voilà.
Et comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est l'avis de notre invité, M. Siaka Barry. Je rappelle qu'il est président du parti Guinée Debout. Mais il faut préciser également qu'à l'international, les membres du Front National pour la défense de la Constitution n'entendent guère relâcher la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé, car ils veulent mener le combat jusqu'à celui-ci renonce à son projet de doter de la Guinée d'une nouvelle constitution. Il faut dire que dans la deuxième partie de cette émission, nous aurons dans cette émission M. Kaba Bachir, membre du Front National pour la défense de la Constitution du côté de la Belgique. Avec nous également, nous passerons l'état des lieux, notamment sur les activités menées par le FNDC à l'international, bilan et pourquoi pas les perspectives à donner pour le combat contre le troisième mandat. Il sera également avec nous dans cette seconde partie de l'émission Starcom, M. Olivier Dossou, consultant international. Avec lui, nous allons savoir quels sont les enjeux liés aux modifications des constitutions en Afrique et le cas particulier de la Guinée en proie à une crise sociopolitique alimentée par le projet d'une nouvelle constitution. On marque une courte pause, on revient juste après. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Et comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que le débat continue notamment de s'alluser tant en Guinée qu'à l'international, avec notamment ces réactions qu'on vient de suivre là de M. Kaba Bachir, membre du Front National pour la défense de la Constitution, également M. Olivier Dossou, consultant international qui s'exprime sur l'enjeu lié aux modifications des constitutions en Afrique et pourquoi pas pour le cas particulier de la Guinée. Alors, on va, avant de revenir sur le plateau avec notre invité, on va partir avec cet élément qu'on a réalisé lors de la marche du 24 octobre dernier, cet extrait d'une compilation des messages clés, notamment de Cellou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition, Ousmane Kaba du parti PADES, Fonike Mangue, également coordinateur par intérim du Front National. On suit l'élément, on revient sur ce plateau. J'ai un message. Message de Naïnga Salam Robimpe. Nawa troisième manahon. Imara Doumate, Isama, Yazibanda. Aujourd'hui, je suis sorti parce qu'il s'agit de notre avenir. Je suis sorti parce qu'il s'agit de l'avenir de la Guinée. Nous avons confié la responsabilité de ce front à des jeunes gens qui sont devenus aujourd'hui des prisonniers politiques. Que ce soit Sano, que ce soit Koulouno, que ce soit Kamano, que ce soit Gildesan, que ce soit qui encore. Badra Koné et tous ces gens, j'allais citer Badra parce que, vous savez, écoutez-moi bien, nous avons affaire à un régime marionnette. Kamoulamba, Alamfe Kamoulamfe, Aboulamba, jeunesse de Guinée, garçons et filles, je vous remercie. Vous êtes mobilisés pour la bonne cause. Demandons la libération de tous les prisonniers politiques, qu'ils soient militaires, qu'ils soient des forces de sécurité, qu'ils soient civils. Sano, tous les membres du FNDC, y compris B52 de Kaloum, ils doivent être libérés. Vous savez, la marche que nous venons d'effectuer, c'est la marche funèbre du troisième mandat. Nous sommes au cimetière. Le troisième mandat doit enterrer à la terrasse du stade du 28 septembre. Mais nous attendons le père du troisième mandat, du projet. Comme il n'est pas là, on ne peut pas enterrer son fils à son absence. Nous sommes respectueux. Nous sommes respectueux de nos traditions.
Le cadavre est là. Nous attendons le père pour procéder à l'enterrement définitif du 3e mandat, mais il est déjà mort de manière définitive aujourd'hui. Le peuple de Guinée est un peuple qui est certes patient, mais un peuple combattant, guerrier et déterminé à réclamer ses droits lorsqu'ils sont bafoués, et ce, quel que soit le prix à payer. Eh bien, c'était la réaction en compilation de quelques leaders qui étaient présents lors de cette marche du 24 octobre dernier du Front National pour la Défense de la Constitution. Alors, M. Barry, en parlant notamment de tout ce combat autour du changement de la Constitution, il y a quand même un fait qu'on ne reste pas indifférent en termes notamment de retour par rapport à votre personnalité. Vous avez été l'un des artisans qui ont œuvré pour que le président de la République, le professeur Alpha Condé, soit aujourd'hui président de la Guinée. Et aujourd'hui, on assiste à tout cela. Est-ce que vous ne regrettez pas le fait d'avoir mouillé le maillot pour un président qui, par la suite, tente notamment de rentrer dans le côté négatif de l'histoire? Bon, c'est une belle question. Il m'arrive à moi-même de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce qui est arrivé, par rapport à mon jeune combat. Je suis un jeune combattant. Par rapport surtout à l'idéal qui m'a animé en suivant cet homme. J'ai suivi cet homme à cause d'un idéal, à cause d'une vision, à cause de certains principes. Et je croyais que lui-même, en me vendant ces idéaux-là, ces principes-là et ces valeurs, qu'il était sincère avec moi d'abord, mais avec lui-même ensuite. C'est ce que j'estimais. Et c'est ce que je continue à estimer. Jusqu'à ce que des forces occultes puissent avoir raison de l'homme et de la personne. Mais mon inquiétude aujourd'hui est de voir que ces forces occultes commencent effectivement à avoir raison de lui. J'ai toujours dit, quand cet homme, le professeur Alpha Condé, coexiste deux personnalités. Il y a l'Alpha Condé opposant, l'Alpha Condé des combats démocratiques, l'Alpha Condé qui a subi certaines formes d'injustice et d'arbitraire lui-même et qui est resté convaincu et constant dans un combat qu'il est en train de mener et qu'il a mené une quarantaine d'années durant. Et combat couronné par une victoire éclatante en 2010 qu'il a conduit sous les lambris dorés du palais sectorial. Mais aux côtés de ce procès Alpha Condé coexiste aujourd'hui un président de la République de plus en plus coupé des réalités profondes de la nation, de plus en plus coupé du peuple, de plus en plus coupé de la vérité. Un président de la République de plus en plus sujet à l'ivresse du pouvoir, à l'opium du pouvoir. Et donc, notre souhait est que le premier Alpha Condé, militant de la démocratie, opposant historique, homme de principes, homme de valeurs, puisse prendre le dessus dans ce corps-là sur cet Alpha Condé que nous voyons aujourd'hui, qui banalise les tueries, qui dit dans le journal Le Monde que là où il y a eu des constitutions ailleurs, il y a eu beaucoup de morts, mais les gens sont allés. Je ne reconnais pas ce professeur Alpha Condé, justement. Et donc, il y a des moments où j'arrive à me questionner pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'a poussé donc à croire en cet homme-là? Oui. Voilà. Alors, parlant également même de votre crédibilité au sein de l'opinion sociopolitique, parce qu'il faut dire quand même qu'il y a un peu d'interprétation par rapport à votre démarche en venant en politique. Je rappelle quand même que vous avez été ministre en charge des sports, de la culture et du patrimoine historique sous l'ère du président de la République, et qu'on vous a limogé. Par la suite, vous avez décidé de faire de la politique. Beaucoup de choses se racontent, notamment sur les conditions de votre départ. Dites-nous qu'est-ce qui s'est réellement passé, M. Barry. Bon, vous savez, je ne vais pas passer 2 années à expliquer les conditions de ma rupture. Résumé. Seulement ce que je rectifie. Est-ce que vous êtes un espion? Ce que je rectifie, oui. Non, espionner par rapport à quoi? Les espions se sont retournés déjà à leur base. Beaucoup de leaders politiques étaient de l'opposition, étaient d'abord de la mouvance, venus dans l'opposition, ils se sont retournés. Je suis l'unique, je dis bien l'unique ancien ministre d'Alpha Condé aujourd'hui, d'un gouvernement d'Alpha Condé opposé à lui. Peut-être Maître Kabele est venu me trouver. Maître Kabele m'a trouvé là-dedans. Citez-moi les autres. Ils sont où? Et pourquoi c'est moi seul?
Les gens, que nous soyons cohérents là. Je connais le chemin que les autres ont emprunté. Ils sont allés, ils sont revenus, ils sont repartis. Moi, je ne suis pas un individu. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Je ne suis pas un individu. Je suis un idéal. Je suis des principes. Je suis des valeurs. C'est tout ce que je sais faire. Et je vais aussi vous créer un déclic. Je suis le ministre qui a le moins duré dans un gouvernement d'Alpha Condé. Posez-vous cette question. Je n'ai fait qu'un an 6 mois. Un an 6 mois d'ailleurs, c'est le temps pour toi de jauger où tu es, avec qui tu es, d'autant plus que je ne connaissais pas l'homme. Je ne le connaissais pas physiquement. Je n'ai couru que derrière ses valeurs et ses principes. Et mais nous n'avons coexisté qu'en 1 an et demi. Citez-moi un ministre qui a fait 1 an et demi et dont le départ du gouvernement a donné lieu à plus de tollé que mon départ. Donné, il n'y en a pas. L'histoire est têtue. Et donc c'est pour dire que pendant 1 an et demi, je dis bien, pas 2 ans, nous nous sommes jaugés. Il m'a jaugé, je l'ai jaugé. Et je pense qu'on était arrivé à un point de non-retour. À un point où la collaboration avait pris de coups. Parce que tout simplement, pour vous rectifier, quand vous dites après le gouvernement, etc., c'est comme si vous oubliez la cause de mon départ du gouvernement. J'ai été démis de mes fonctions pour avoir refusé justement d'abandonner le mouvement politique que j'avais créé. C'est ça la vérité. Le mouvement Génération Debout est né au moment où j'étais ministre. Et c'est un mouvement politique qui n'était caché de personne, qui organisait des conférences. Et je peux aujourd'hui, pas me glorifier, pas me jeter des fleurs, mais affirmer aujourd'hui à la face du monde, avec une date précise à l'appui, que le premier mouvement politique à organiser un congrès ici pour dénoncer le tripatouillage constitutionnel depuis 2017, c'était le mouvement Génération Debout. Et quand j'étais ministre, c'était le 12 août 2017. Et ce n'était pas caché, c'était à l'université Lansana-Conté. Le 12 août 2017, tous les ténors du mouvement se sont retrouvés là-bas pour dénoncer une tentative sournoise de dérive vers le tripatouillage constitutionnel. J'étais ministre d'abord en exercice. Donc c'est pour dire que nous sommes restés constants dans ce combat-là et nous savions ce qui allait venir. Maintenant, dans une relation de travail, il n'y a que 2 formes. Soit l'employeur se rend compte que cet employé-là, je ne peux pas aller avec lui, il prend le devant. Ou l'employeur se rend compte qu'avec cet employeur, je ne peux pas continuer, il prend le devant. Mais moi, je pensais que je pouvais continuer avec le président Alpha Condé. Je pensais qu'en restant, je pouvais infléchir sa position. Je croyais en l'homme. Je pensais qu'autant les démagogues étaient en train de le dévoyer de son chemin originel, autant moi, jeune militant qui avait cru en lui, je pouvais aussi infléchir sa route pour l'envoyer vers les chemins vertueux. C'est peut-être cette naïveté, mais j'avais cru. Et jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il faut des hommes sincères autour de lui pour lui dire d'emprunter la grande porte de l'histoire au lieu de sortir par la fenêtre de l'histoire. Eh bien, vous l'avez compris, c'est l'invitation faite par le ministre, l'ex-ministre en charge de la culture, des sports et du patrimoine historique et présentement président du parti Guinée Debout à la personne de M. Siaka Barry. On va marquer une courte pause, on revient juste après pour clôturer cette émission avec notamment une partie essentiellement consacrée à la vie du parti Guinée Debout. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Et comme on le disait, chers téléspectateurs, avant la pause de cette première partie de cette émission Starcom consacrée à la manifestation du 24 octobre dernier par le Front National, à l'international également, les membres du Front National pour la défense de la Constitution n'entendent guère relâcher la pression sur le pouvoir d'Alpha Condé jusqu'à ce que celui-ci renonce à son projet de changement de la Constitution. Et pour en savoir, il faut le dire, nous avons au bout de fil M. Kaba Bachir et les membres du Front National pour la défense de la Constitution du côté de la Belgique. M. Kaba, bonjour et bienvenue dans Starcom. Oui, bonjour monsieur et bonjour aux téléspectateurs de votre télévision. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, M. Kaba, il faut le dire qu'aujourd'hui, le combat pour barrer la route au président de la République en ce qui concerne le projet portant
sur le changement de la Constitution est également à l'international. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va faire ensemble notamment l'état des lieux de vos activités. Qu'est-ce qu'on peut retenir des activités du Front National du côté de la Belgique notamment pour monter de la voix dans le cadre de la protestation contre cette éventualité de changement de la Constitution en Guinée? Je suis membre et président du Conseil des patriotes guinéens depuis 1986. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement de vos activités en termes notamment de protestation dans le cadre notamment de ce combat qui est déclenché aujourd'hui par le Front National pour la défense de la Constitution, en ce qui concerne notamment la lutte pour empêcher le président de la République, le professeur Alpha Condé, de changer la Constitution? Voilà. Comme vous l'avez certainement constaté depuis quelques mois, la Belgique a été à l'avant-garde de l'installation des antennes FNDC. Ici, nos activités ont consisté en une série de manifestations. Et aujourd'hui, nous comptons 4 manifestations ici organisées. La première, c'était le samedi 22 juin 2019. Je pense que c'est l'une des plus grandes manifestations européennes aujourd'hui organisées, où toutes les sensibilités ont répondu ici à la place Poulard, en place du palais de justice à Bruxelles. La deuxième manifestation, c'était une spontanée, une manifestation contre les promoteurs du 3e mandat, qui a été financée par le ministre d'État Papa Kouli. Il faut rappeler que Papa Kouli est venu ici en Belgique avec une enveloppe de 18 000 euros. Bon, ils ont voulu faire la promotion du 3e mandat. Évidemment, ici, les Guinéens de Belgique se sont opposés de toutes leurs forces et il y a eu une contre-manifestation qui s'est organisée dans les 24 heures et qui a tenu un échec. Ça a été un flop pour la mouvance et il y avait moins de 30 personnes du côté de la mouvance ce jour-là en face des institutions européennes, place Luxembourg. Voilà. La troisième manifestation, c'est celle du 28 septembre. On tenait à marquer l'événement, on tenait à marquer cette date-là symbolique pour notre pays. Et toujours à la même place, il y a eu une grandiose manifestation qui a connu la participation de nombreuses personnes venues d'Europe. Voilà. Et la dernière manifestation, je pense que vous étiez au courant parce qu'on vous a convié, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de faire le direct. C'était celle du vendredi passé, c'est-à-dire le 25 octobre, devant l'ambassade. Voici brièvement les manifestations qui ont été organisées et qui font partie du bilan de l'antenne de Belgique. Alors, l'autre question que l'on va forcément notamment se poser par rapport à toutes ces manifestations dont vous parlez là, quels pourront être notamment les impacts en termes notamment de reflets pour dissuader le président de la République à renoncer à son projet de changement de la Constitution? Voilà. Il est important quand même de rappeler que, en plus des manifestations, il y a eu pas mal d'autres contacts qui ont été menés en Belgique, d'autres rencontres. Je peux vous dire, vous citer entre autres. Il y a eu une rencontre avec les institutions européennes. Il y a eu une deuxième, on a eu pas mal de correspondances avec le président de l'Union africaine. Il y a eu aussi un contact avec plusieurs cabinets d'avocats ici, sur la place de Bruxelles, spécialisés dans le droit communautaire, c'est-à-dire le droit de la CEDEAO, qui est un droit particulier, et où surtout des cabinets ici spécialisés dans tout ce qui est poursuite au niveau de la CPI. Il est important de le souligner. Nous avons eu aussi à adresser des correspondances aux principaux chefs de l'État de la CEDEAO, à part quelques-uns comme le Togo et d'autres. Il y a eu des rencontres, des contacts avec Human Rights Watch, avec Amnesty International, surtout à la personne de Philippe Hesmans. Et je dois
signaler aussi que nous avons eu des correspondances avec les chefs d'État et les premiers ministres des différents gouvernements européens, du Canada et surtout de la Russie à ce jour-là. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, téléspectateurs, il faut rappeler... que je peux souligner ici, c'est les correspondances et les contacts avec des décideurs européens de la place. Parce qu'il faut quand même rappeler que la Belgique, Bruxelles, principalement, est une grande place de lobbying. Et nous avons ici contacté des ministres, des parlementaires et aussi des chefs de partis pour essayer de plaider la cause du FNDC. C'était à l'instant T. Voilà en gros un peu Monsieur Kaba Bachir, je rappelle qu'il est membre du Front National pour la Défense de la Constitution du côté de la Belgique. Alors, Monsieur Kaba, une autre question. On a vu le 24 octobre dernier, le Front National pour la Défense de la Constitution a fait une démonstration de force avec cette marée humaine qui a répondu à l'appel du FNDC. Vous, du côté de l'international, qu'est-ce que ça vous inspire? Mais ça veut dire que c'est une dynamique dans laquelle nous, ici, Guinéens de l'étranger, de la diaspora, nous devons nous engouffrer. C'est-à-dire que nous sommes aussi préoccupés par ce qui se passe autant que vous. Et la Guinée, nous ne pouvons pas rester en reste. C'est pour cela que nous prenons toutes les initiatives pour accompagner ce qui se passe en Guinée et, voilà, et pour être à vos côtés. Alors, il y a une dernière information qui vient de nous parvenir sur laquelle nous voudrions avoir forcément votre avis. Il faut dire qu'en réponse à cette marée humaine du Front National pour la Défense de la Constitution, il y a également la mouvance présidentielle qui compte à réserver un accueil historique, selon les organisateurs de la marche, de cette réception, pour notamment réserver le président de la République un accueil chaleureux en termes de mobilisation des militants du parti au pouvoir, une sorte de réponse à cette marée humaine du FNDC. Est-ce que selon vous, c'est désormais le combat qui semble être déclenché en ce qui concerne les pour et contre de cette nouvelle constitution? Mais évidemment, il ne faut pas se leurrer. Les hostilités ont commencé, mais n'eût été la situation, la gravité des heures que nous vivons maintenant en Guinée, cette démarche aurait prêté à sourire. Malheureusement, on ne peut pas se le permettre. Parce que quand on veut répondre comme ça à l'appel, comment dirais-je, à la mobilisation du FNDC, cela prouve que c'est un aveu d'échec. C'est aussi simple que ça. Parce que des informations qui nous parviennent, des cars sont amenés un peu partout à l'intérieur du pays, et avec tout ce qu'il y a comme mobilisation de ressources financières et tout ce qui tourne, je pense que si la mouvance était aussi capable que les FNDC, il avait juste à lancer un mot d'ordre et les gens allaient suivre. On n'avait pas besoin d'aller faire une importation de militants ici à travers le pays. Et surtout avec tout ce que ça coûte. Alors, que dites-vous également de cette information qui a retenu l'attention de l'opinion en Guinée? Ce sont les sentences qui sont tombées dans le procès des leaders et membres du FNDC qui ont été arrêtés par l'État guinéen. Il y a quand même le coordinateur, M. Abderrahmane Sano, qui écope d'une sanction et les autres également. Que pensez-vous de ces condamnations des leaders et membres du FNDC? Mais tout simplement que c'est de l'indignation. C'est de l'indignation parce que je ne comprends pas que des gens soient arrêtés, emprisonnés et condamnés lourdement comme ça, pendant que ceux qui ont la gâchette facile, ceux qui ont tiré sur les enfants, ceux qui ont assassiné, sont en train de se promener librement en Guinée. Là, c'est inacceptable. C'est ça le problème. C'est vraiment inacceptable et je pense que c'est une situation qui ne peut pas perdurer et qu'avec de tels comportements, il va plus s'agir dans les jours ou semaines à venir de troisième mandat ou tout simplement de nouvelle constitution. Il va s'agir maintenant de demander le départ tout simplement de M. Alpha Condé.
demander le départ, il faut le dire quand même que ce sont les mots de M. Kaba Bachir. Je rappelle qu'il est membre du Front National pour la défense de la Constitution, également activiste politique basé du côté de la Belgique. M. Kaba, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir participé à ce débat avec nous et je rappelle quand même qu'on va revenir vers vous pour d'autres informations en ce qui concerne le FNDC du côté de la Belgique. Ça sera avec plaisir. Un grand merci. Je reste à vos dispositions et la lutte continue. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris que le combat contre notamment cette nouvelle constitution n'est pas seulement que sur le plan national, il y a également le combat qui se maintient à l'international avec cette frange du FNDC qui se trouve du côté de la Belgique à travers M. Kaba Bachir que vous venez d'entendre, qui a égrené quelques actions menées par le Front National du côté de l'international et plus précisément en Belgique. Il faut dire tout simplement que dans cette émission, nous aurons également aspect international, l'avis du consultant international sur l'enjeu des constitutions en Afrique et le cas particulier de la Guinée qui est en proie à une crise sociopolitique alimentée par le projet de nouvelle constitution à la personne de M. Olivier Dossou qui va intervenir dans cette émission avec nous juste dans quelques instants. Et comme annoncé, chers téléspectateurs, nous avons en ligne M. Olivier Dossou. Je rappelle qu'il est consultant international. Monsieur Olivier, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et merci à vous de l'invitation. Je rappelle que vous êtes consultant international. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, c'est un peu cette première analyse que vous allez porter, notamment sur l'enjeu des constitutions en Afrique. Alors, merci pour cette question. Alors, vous auriez pu ajouter peut-être l'enjeu lié aux modifications opportunistes des constitutions. OK. Parce qu'en réalité, ce qu'on observe, c'est que dans plusieurs pays africains, notamment francophones, la constitution est devenue comme un chiffon de papier. Oui. Que la plupart des leaders n'hésitent plus, une fois venus au pouvoir, à déchirer. Ok, si on peut modifier la question, on peut dire votre avis sur l'enjeu des révisions des constitutions sur le continent africain. Alors, l'enjeu, il est double ou triple. Oui. Alors, le premier enjeu, il est lié d'abord à la volonté de confisquer les pouvoirs. Oui. Par des dirigeants qui, la plupart, ont échoué sur le plan politique, économique et social. Donc, à partir du moment où ils souhaiteraient confisquer les rênes du pouvoir et la Constitution les en empêche, il est important pour eux de modifier cette Constitution et se présenter ad vitam aeternam. Alors, le second enjeu, il est lié évidemment au fait que la plupart des dirigeants africains n'ont pas de légitimité démocratique et donc agissent pour des puissances souvent externes à l'Afrique. Et dans cette logique-là, la plupart des dirigeants occidentaux, états-uniens, européens, et même asiatiques conseillent à nos dirigeants de modifier les constitutions pour perdurer au pouvoir et ainsi avoir même mise sur des matières premières comme le pétrole, la bauxite, le coltan et l'or et l'uranium pour pouvoir vraiment disposer de ces minerais stratégiques à bas prix. Alors, et le dernier enjeu, oui. Le dernier enjeu lié à ces révisions opportunistes, c'est évidemment le fait que aujourd'hui, la plupart des États font face à une volonté des populations africaines qui aspirent de plus en plus à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'état de droit. Et donc, survient, suivant dans la plupart des États, une forme de confrontation directe entre ces populations, leurs aspirations légitimes et les gouvernants qui, la plupart, sont des dirigeants illégitimes
et fantoche. Voilà un peu les différents enjeux que j'observe à mon niveau. Monsieur Olivier Dessous, je rappelle qu'il est consultant international basé du côté de la Belgique. Alors, Monsieur Olivier, cette question sur le respect également des contenus des constitutions en Afrique renvoie cette actualité qui prévaut en Guinée avec le projet portant changement de la constitution qui aujourd'hui fait que le pays est en proie à une crise sociopolitique alimentée par le débat autour du changement de la constitution. De votre regard de consultant, comment est-ce que vous voyez la situation guinéenne aujourd'hui sur le plan sociopolitique? Alors, la situation guinéenne aujourd'hui sur le plan sociopolitique est claire. Pour nous, la gouvernance du professeur Alpha Condé, c'est la grande désillusion. Une désillusion sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan économique. Lorsque vous prenez le plan politique, il est inadmissible de comprendre qu'un dirigeant qui a fait plusieurs décennies dans le combat de la démocratie dans son pays et en Afrique, qui a été dirigeant de la FEANF, donc la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone, à partir de 1965. Et donc, ce dirigeant-là, une fois à la tête du pays, à partir de 2010, se livre vraiment à une gestion dictatoriale, tyrannique, au niveau des libertés publiques, au niveau de l'état de droit, au niveau également des promesses démocratiques qui l'engagent vis-à-vis du peuple guinéen. Donc, au niveau politique, lorsqu'on observe la gestion d'Alpha Condé, elle est une gestion kleptocratique, c'est-à-dire qu'elle est marquée par le pillage des ressources, notamment dans le secteur minier, avec des scandales liés, par exemple, à l'affaire de Rio Tinto et puis l'affaire du fer de Simandou. Vous avez également des scandales liés à la gestion du port autonome de Conakry qui a été bradé à Bolloré et ensuite aux Turcs. Et donc, vous avez pas mal de malversations au plan politique. Et au plan économique, vous avez la même chose. Aujourd'hui, les Guinéens vivent très, très mal. Ils souffrent et il n'y a pas de création de richesse parce que les mines ne génèrent pas une industrialisation du pays qui doit aller par la suite vers les services. Donc, la bauxite, elle est vendue à l'état brut. Et par contre, les revenus ne permettent pas un investissement accru dans le secteur agricole pour permettre à la population de pouvoir avoir à manger à sa faim. Donc, au plan des statistiques, les Guinéens sont aujourd'hui la première population qui fuit leur pays, qui arrive dans les côtes espagnoles et italiennes, et vous les retrouvez beaucoup qui décèdent, notamment dans la Méditerranée. Donc la gestion du pouvoir du président Alpha Condé, elle est complètement catastrophique et c'est vraiment une trahison des intérêts légitimes du peuple guinéen, mais aussi du peuple africain, parce que lorsqu'il fut arrêté enfin en 1998, l'Afrique tout entière s'est mobilisée pour obtenir sa libération. Et je rappelle que le président Alpha Condé était dénommé le Mandela guinéen. Et on l'a toujours qualifié d'opposant historique parce qu'il s'est longtemps battu pour la démocratie et l'état de droit dans son pays. Mais assister à quoi nous voyons aujourd'hui en Guinée, c'est vraiment une tragédie et c'est une honte pour nous les Africains de voir cet état de fait. Alors, Monsieur Olivier, il faut le rappeler, comme vous le disiez tout à l'heure dans votre première intervention sur la question des enjeux, des modifications de la Constitution, qu'il y a une sorte d'éveil de conscience de la part des populations en Afrique. Et aujourd'hui, il y a un front qui se dénomme le Front National pour la Défense de la Constitution, le FNDC, qui aujourd'hui bat le pavé pour barrer la route au professeur Alpha Condé dans l'éventualité du changement de la Constitution. Comment est-ce que quel est votre regard sur les actions menées par ce front?
Alors, ce front, il est constitué à la fois des partis politiques, de la société civile, des no-names, comme on dit aussi, c'est-à-dire monsieur tout le monde, mais c'est tout simplement le ras-le-bol du peuple guinéen dans sa majorité, mais surtout sa diaspora, qui s'insurge contre les atteintes et les tentatives de confiscation du pouvoir par une révision opportuniste de la Constitution. Donc, je souhaiterais vraiment lancer un appel à la raison au président Alpha Condé, qu'il retire ce projet funeste, qui se consacre à terminer son mandat en beauté et à organiser des élections démocratiques, passer la main et apparaître comme une sorte de sage pour l'Afrique, pour son pays, parce que compte tenu du combat qu'il a mené pendant des décennies, s'il persiste dans cette voie sans issue, il va complètement détruire tout l'héritage politique lié à son combat politique durant plusieurs décennies. Et pour nous, autres Africains, ce sera véritablement une tragédie de plus d'observer un opposant historique qui arrive à la tête du pays et qui finit comme un bourreau. Donc, tout mon soutien va au peuple guinéen, mais à l'Afrique, pour qu'on comprenne que, évidemment, on doit aller vers des alternances politiques. Mais pas seulement les alternances politiques, comme changement d'un régime à un autre, mais également de véritables alternatives politiques. Qu'on sorte des programmes d'ajustement structurel dans nos pays qui sont pilotés par le FMI, la Banque mondiale, l'OMC et l'Union européenne. Que les Guinéens, que les Africains élaborent de véritables projets de société émancipateurs qui intègrent le rôle de l'État régalien, le rôle également du panafricanisme, qui constitue pour nous vraiment une voie dans laquelle l'Afrique doit s'engager. Et le président Alpha Condé a été président de l'Union africaine en exercice, mais quand on voit sa gouvernance aujourd'hui à la tête du pays, l'on se rappelle qu'il a été médiateur dans la crise togolaise. La seule chose qu'on puisse constater, c'est qu'il n'est plus fondé, il est complètement disqualifié pour donner des leçons de bonne gouvernance au Togo et dans pas mal de pays africains qui sont aujourd'hui sujets à des autocraties et des dictatures de la France-Afrique. Donc pour nous, la question elle est claire. En tant qu'Africains, nous estimons que si en 9 ans, le président Alpha Condé n'a pas pu achever ses chantiers, il lui reste une année pour terminer son mandat. Nous l'exhortons à finir cette année dans la beauté et de passer la main et continuer à offrir au peuple guinéen ses conseils et apparaître comme une sorte de modèle en qui les élites africaines peuvent également s'identifier. Mais poursuivre cette voie sans issue, bâillonner la presse, détruire les libertés publiques, emprisonner les opposants, assassiner les jeunes qui revendiquent plus de liberté et de paix, est une voie sans issue qui ne le mènera qu'à la déchéance. Voilà ce que je voudrais observer. Monsieur Olivier, il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation à participer dans cette émission Starcom consacrée aujourd'hui à ce combat mené par le Front National pour la défense de la Constitution. Merci à vous pour le travail que vous faites, parce qu'il est important également que nous vous soutenions, parce que le combat pour l'état de droit, la démocratie et le respect des droits de l'homme passe indubitablement par une presse au service des causes africaines, au service des populations et au service également de la dignité de l'homme africain. Merci encore pour ce travail et mes salutations depuis Bruxelles à vous et à toute l'équipe.
Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que c'était à présent M. Olivier Dossou. Je rappelle qu'il est consultant international qui s'exprimait dans cette émission Starcom sur les enjeux liés à la modification des constitutions en Afrique et le cas particulier de la Guinée en proie à une crise sociopolitique alimentée par le projet de changement de la constitution. On va marquer une courte pause avant de revenir désormais dans cette émission avec notre invité qui est sur le plateau avec nous, à la personne de M. Siaka Bari. Je rappelle qu'il est le président du parti Guinée Debout, ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, pour poursuivre notamment le débat avec cette manifestation du Front National pour la défense de la Constitution qui s'est passée le 24 octobre dernier. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. De retour sur ce plateau, c'est téléspectateur, vous qui avez accepté notamment de nous préférer sur la télé du 21e siècle. Nous avons toujours comme invité sur ce plateau M. Siaka Bari, président du parti Guinée Debout. Alors, M. Bari, on revient maintenant à votre parti. La première question, est-ce que votre parti a un agrément? Parce qu'on sait quand même tous les partis qui sont nés dans les conditions un peu extrêmes de relationnel avec le pouvoir, difficilement disposent d'un agrément. Est-ce que c'est le cas de votre parti? Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un parti qui est né après mon départ du gouvernement. Le parti s'appelait à l'origine le Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, MPDG. Et le parti existe depuis octobre 2011. Il a été agréé par l'ancien ministre de l'administration des territoires, M. Alassane Condé, bien avant l'arrivée du ministre Brema Condé. Et donc, lorsque nous avons quitté le gouvernement, le mouvement a pris de l'ampleur. Parce que les jeunes ont cru donc à la sincérité de notre combat. Parce que c'est rare quand même ceux qui acceptent de sacrifier leurs privilèges, de sacrifier leur sang-potin, de sacrifier leur positionnement carriériste pour un combat noble et un combat politique. Donc les jeunes ont commencé à affluer à la sortie. Vous-même, vous avez vu un peu le tollé pendant une semaine qui a accompagné surtout le jour de mon arrivée, parce que moi j'ai été limogé au moment où j'étais en congé justement. Je ne considère pas ça comme un coup de couteau dans le dos, mais ça s'apparente un peu. Mais le jour de mon arrivée, de mes congés, vous avez vu quand même le déferlement humain qui m'a accompagné de l'aéroport à la maison. Donc il y a eu une affluence des partis de jeunesse, des mouvements de jeunesse, des associations de jeunesse, des ONG de jeunesse, qui sont venus vers le mouvement Génération Debout pour créer une coalition politique. Et parmi les partis qui nous ont rejoints, il y avait le Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, le MPDG, qui était déjà agréé. Nous avons dit, OK, puisqu'il faut nous mettre en conformité avec les lois du pays, notamment avec la charte des partis politiques, il ne faudrait pas continuer à évoluer dans l'informel. Donc ce parti-là a appelé le 18 novembre 2018 un congrès national et j'ai été élu à la tête de ce parti. Tout ce que nous avons demandé, c'était le changement de dénomination du MPDG pour devenir parti Guinée Debout. C'est tout ce que nous avons demandé. Et cela ne requiert même pas une autorisation du ministère. Cela requiert simplement une prise d'acte. Le ministère prend acte simplement du fait qu'un parti qui s'appelait X décide de s'appeler Y désormais. Mais je peux vous assurer que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, le ministère refuse carrément ce changement de dénomination. Dans ces conditions, nous sommes là, nous sommes agréés, nous sommes officiellement reconnus, légalement reconnus, mais le ministère refuse la dénomination Parti Guinée Debout, tout en nous obligeant à prendre la dénomination ancienne du Mouvement Populaire Démocratique de Guinée, ce qui ne nous dérange pas. Donc voilà où nous sommes. Alors, il faut parler maintenant désormais de la vitalité du parti, parce qu'on le sait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a des partis politiques aujourd'hui qui sont des partis politiques à sac. Certes que vous, on a vu l'engouement qui a précédé votre notamment limogeage. Aujourd'hui, jusqu'à quel niveau le parti est implanté, comment ça fonctionne, parce qu'on est à l'heure des élections quand même qui s'annoncent. Bon, le parti est très fortement implanté. Nous avons eu une stratégie d'implantation qui a privilégié le terrain. Nous ne sommes pas un parti d'élite, nous sommes un parti de masse. Comme tout parti d'obédience révolutionnaire ou d'obédience sociodémocrate, nous sommes un parti de masse. Et comme tel,
nous partons à la rencontre des masses paysannes, des masses ouvrières, des masses prolétaires, des masses pauvres, des jeunes déshérités, de la jeunesse vulnérable, des jeunes des ghettos. Et c'est ça notre cible. Et pendant 2 ans, j'ai pu vous assurer que nous avons sillonné. Nous avons sillonné les zones rurales de la Guinée. Vous me voyez le plus souvent à travers, pour ceux qui me suivent sur ma page, il y a pratiquement tous les 342 CRD, toutes les 342 CRD ont été sillonnés, soit par moi-même ou par des délégués du parti. Et vous me voyez le plus souvent dans les cafés, dans les maquis, dans les ghettos, dans les concerts des jeunes, pas parce que j'aime assister à ces concerts, mais parce que je sais que ces concerts sont des tribunes où la jeunesse s'exprime, où la jeunesse exprime souvent son ras-le-bol face à certaines dérives sociales, face au chômage, face à la pauvreté, etc. Donc le parti a sa cible, et vis-à-vis de cette cible, le parti a réussi aujourd'hui à faire un maillage territorial très fort. Et ce maillage-là nous fait dire que s'il y a une élection aujourd'hui, ce serait l'ultime occasion pour nous de mesurer donc la vitalité du parti. Alors, il y a 2 questions sur lesquelles je voudrais avoir votre avis. Premièrement, c'est cette annonce de la suspension ou du retour, parce qu'ils avaient suspendu leur participation aux activités de l'Assemblée. Finalement, certains y font des retours. Comment est-ce que vous voyez ce retour, notamment des députés de l'opposition qui avaient claqué la porte de l'Assemblée, rapidement? Bon, ça se résume à une seule chose, l'inconstance. C'est ce que j'étais en train de dénoncer tout de suite lorsque j'ai parlé des opposants qui étaient là avec le président Alpha Condé, après qui vont chanter de l'autre côté en l'insultant, après le soir qui retournent. On a très malheureusement résumé notre vie politique à ça aujourd'hui dans ce pays. Et on va jusqu'à mettre dans la tête de la nouvelle génération que la politique ne se fait pas avec la vertu, la politique ne se fait pas avec l'éthique, la politique ne se fait pas avec la morale. C'est pas vrai. Je vais citer André Malraux qui dit qu'on ne fait pas la politique avec la morale, mais on n'en fait pas davantage sans la morale. Et c'est ce qui est au cas guinéen aujourd'hui. Alors, très malheureusement, en Guinée, on n'est pas dans un schéma de combat politique pour des convictions, pour un engagement, pour des valeurs, pour des principes. Non. Nous sommes dans un schéma carriériste et de positionnement personnel et de course à la prébande et au strapontin. C'est ça la réalité. Et donc, si vous êtes dans ce schéma-là, vous cherchez toujours les privilèges. Vous n'acceptez pas de les perdre, comme justement je l'ai fait. Voilà pourquoi je rappelle aux gens que je connais les astuces qui permettent aux uns et aux autres de garder leurs privilèges. Je ne suis pas le plus bête de la classe quand même, pour me retrouver aujourd'hui seul face à tout un système. Je connais les astuces. Mais je pense qu'au-delà des privilèges d'aujourd'hui, il y a un avenir, il y a une image d'avenir. Il y a même des générations. Voilà pourquoi quelqu'un disait que l'homme d'État pense aux prochaines générations, l'homme politique ne pense qu'aux prochaines élections. Alors, en réponse à votre manifestation du 24 octobre, quand même, qui a connu une sorte de marée humaine, il faut rappeler quand même que la mouvance présidentielle tente de remettre le coup dès le jeudi à travers une grande mobilisation pour réserver un accueil chaleureux au président de la République qui va fouler notamment le sol guinéen. Comment est-ce que vous voyez cette réplique de la mouvance? Accueillir le président de la République, pourquoi? Dans quel objectif? Pour vous montrer qu'ils aussi qui sont soutenus. Justement, c'est ce qui est déplorable. C'est ce qui est déplorable. Pendant 10 ans, nous avons élu un président de la République. 9 ans après son élection, au moment où nous rentrons dans la 10e année, le débat en Guinée aurait dû tourner autour de la construction nationale. Aujourd'hui, le débat tourne autour de la Constitution. J'ai dit aux gens qu'on confond. On aurait dû parler de construction au moment où on parle aujourd'hui de Constitution. On confond. On aurait dû aujourd'hui montrer au peuple de Guinée quel a été le bilan de la construction du système éducatif. Quel est le bilan de la construction du système sanitaire? Quel est le bilan de la construction du système agricole? Quel est le bilan de la construction du système infrastructurel? Quel est le bilan de la construction même du système démocratique? C'est la construction qui devait aujourd'hui nous attabler autour d'une table. Mais malheureusement, on nous sort un débat comme des chapeaux de roue autour de la Constitution au cours de la 9e année du mandat d'un président de la République. Pourquoi je parle de coup d'État? Prenez la Charte africaine de la démocratie. L'article 23 de cette Charte africaine de la démocratie, dans l'alinéa 5,
qualifie de coup d'État toute révision ou changement constitutionnel à même de retarder ou d'empêcher l'alternance démocratique. Ça, c'est un coup d'État selon la définition de l'Union africaine. Et c'est dans ça que nous sommes en train de tomber. Et donc, je dis que je ne reconnais pas le président Alpha Condé dans ça. Et j'ai dit chez un de vos confrères que si Alpha Condé veut être même une copie de Lansana Conté, aujourd'hui, il devient de plus en plus une copie pâle. Il n'est pas une copie conforme. Lansana Conté lui-même n'aurait pas fait ça. Et donc, je ne comprends pas le pourquoi du combat d'Alpha Condé contre Lansana Conté. Et moi qui ai cru en ce combat-là, qui ai combattu Lansana Conté à cause de lui, Alpha Condé, je m'interroge aujourd'hui, pourquoi donc avons-nous combattu le référendum de 2001 de Lansana Conté? Pourquoi? Alors que la loi et la légalité permettent à Lansana Conté de faire un référendum. Pourquoi l'avons-nous combattu donc? Nous l'avons combattu au nom de l'alternance démocratique. Et cette alternance-là, aujourd'hui, Alpha Condé est face à cette alternance et il veut l'empêcher. Voilà le dilemme. Monsieur Barry, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser au peuple de Guinée ou à l'ensemble de nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment? Juste un message d'espoir, un message d'espérance. À l'image du général de Gaulle, je dirais au peuple de Guinée que nous n'avons pas perdu une bataille. Nous avons perdu plusieurs batailles, mais nous n'avons pas encore perdu la guerre. La guerre pour l'ancrage de la démocratie dans notre pays. La guerre pour la respectabilité de l'être humain, des principes et des valeurs qui régissent le bon vivre en société, qui régissent notre cohésion sociale, qui régissent notre cohabitation millénaire et séculaire. Nous n'avons pas encore perdu cette guerre-là. Et que le peuple de Guinée continue à croire en lui-même. Que le peuple de Guinée sache qu'il est le peuple souverain du 28 septembre 1958. Qu'il est le peuple souverain du 2 octobre 1958. Et que c'est un peuple qui est souvent en butte à toutes les vicissitudes de l'histoire, mais que c'est un peuple qui sait se remettre debout, qui sait se réveiller là où on s'attend moins à son réveil. Et donc, force au peuple de Guinée, le combat pour l'alternance démocratique et pour l'ancrage d'un État de droit en Guinée continue. C'était le message d'espoir lancé par M. Yaka Barry, président du parti Guinée Debout et ancien ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous qui avez accepté de rester avec nous sur la télé du 21e siècle. Il faut rappeler tout simplement que de rester connecté à cette télé Star 21 TV, car le meilleur reste à venir, et à bientôt pour un autre numéro de Starcom. Thank you.